Bonjour tout le monde, bienvenue à ce panel organisé par les gens dans l'ombre du dragon avec comme invité Jason Pitre qui est avec nous. Donc, c'est un panel sur la recherche identitaire à travers les jeux de rôle. On a été approché pour faire un panel à la Cyberconf et dont le thème cette année est l'altérité. Et c'est un sujet qui nous a inspirés parce que une des missions, en quelque sorte, de notre podcast qui est tout récent, c'est de mettre de l'avant des voix plus marginalisées du côté francophone et québécois du jeu de rôle. Donc, c'est vraiment un sujet qui nous touche particulièrement et c'est un sujet qu'on a tous des expériences très différentes. Certains au niveau de qui l'ont vécu, certains au niveau de la création, comme on va voir avec Jason. Donc, on va prendre le temps de se présenter au début, évidemment. Donc, je m'appelle Étienne, je suis une personne non-binaire qui utilise les pronoms il et iel, des en anglais. Donc, c'est ça, je suis une des personnes qui a co-créé le podcast Dans l'ombre du dragon. Je vais laisser les autres se présenter. Dominique, à toi l'honneur. Merci. Donc oui, moi c'est Dominique, vous me connaissez peut-être sur le surnom Kaiser sur les internets. Je suis aussi un co-créateur du podcast Dans l'ombre du dragon. Je suis un homme cis asexuel. Je joue quand même depuis assez longtemps des jeux. J'en ai créé quelques-uns aussi, surtout des courts-jeux dans le cadre de différents concours, en anglais et en français, et La Quête de l'Aube, qui est un jeu qui est disponible gratuitement en ligne sur le langage. Jane? Oui. Fait que, allô tout le monde. Donc, moi, c'est Jane. Je suis aussi une personne non-binaire. J'utilise les pronoms elle et il en alternance. Je suis aussi queer, plutôt du côté de la demi-sexualité. Puis, le polyamour aussi fait partie de ma vie et plein d'autres choses comme ça. Puis, je fais partie de Dans l'ombre du dragon avec mes, mes amis ici présents. Et puis ensuite, on a Jason. Ah, merci. Comme invité spécial, je suis pas de l'ombre du dragon. Peut-être que je vais évair. Ouais, je suis un homme cis, il, mais je suis tout à fait content avec they aussi parce que je pense qu'on devrait changer tous les pronoms pour être they dans le futur, en anglais au moins. Bisexuel avec des maladies mentales, comme la moitié du monde. À ce point. Effectivement. Il ne vaut pas la peine de le mentionner. Mais l'autre affaire intéressante, c'est je suis d'origine acadienne, né à Victoria. Donc, 3/4 de mes grands-parents sont francophones, mais j'ai appris anglais comme ma langue maternelle. Donc, je suis en train de réapprendre la langue française, ma langue ancestrale, parce que l'hégémonie anglophone me privait de ma langue traditionnelle. Donc, c'est tout à fait pour dire, je m'excuse pour mon français fautif. On fait tous nom de la tête. Non, on sait en plus, le français est une langue extrêmement difficile à apprendre. Donc, au contraire, c'est tout à ton honneur. Au moins, le français a des règles. L'anglais a seulement des exceptions. Oui. Aucun règle seulement, comme moose. Mice. Mooses? Mices? Ouais. Effectivement. Ouais, c'est ça. Donc, on va parler justement de découvrir un peu notre identité à toutes sortes de niveaux à travers les jeux de rôle. Et la première question, peut-être que je veux poser, la première chose que je trouve qui est important de se demander quand on parle de ce sujet-là, c'est comment les jeux de rôle peuvent être un espace sécuritaire pour explorer son identité.
Qu'est-ce qui fait que les jeux de rôle est souvent un endroit où les gens vont en profiter pour explorer, parfois consciemment, parfois inconsciemment. On pourra aussi en discuter. Je peux lancer la conversation et dans le chat, d'ailleurs, on vous invite fortement à participer à la conversation. C'est une table ronde. On est là pour parler entre nous, mais on est là aussi pour parler avec vous. Puis parce que nos 4 expériences ne représentent pas toutes les expériences possibles, évidemment. Donc, on aime vous entendre parler et vous lire plutôt parce qu'on ne vous entend pas. Donc, juste, je crois qu'il va y avoir des chats tout le long du podcast. Ouais, c'est l'invasion des chats. On n'a pas fini toutes les introductions. C'est quoi le nom du show, là? Ça, c'est Antonio. Antonio. Terrible, le pirate Antonio, en fait. Vous avez sur le divan le divan de Jane. On a Shadow. Et on a Abyss qui crie en background. Donc, les jeux de rôle, pourquoi c'est une bonne place pour un peu faire de la recherche identitaire? La réponse la plus simple, à mon avis, c'est parce que, d'où le thème aussi de l'autre, ça nous permet de jouer dans la peau, dans une autre peau, dans une réalité qui n'est pas la nôtre, et une réalité qu'on peut mettre fin n'importe quand également. Parce que parfois, je pense que explorer des parties de nous qu'on ne connaît pas nécessairement ou qu'on se questionne, ça peut être confrontant à certains moments, ça peut être difficile sans qu'on s'en rende compte. Puis à ces moments-là, je pense que le jeu de rôle, alors que quand j'ai, par exemple, pour prendre une expérience très personnelle, là, quand j'ai fait mon coming out en tant que personne non-binaire, je peux pas faire « Ah non, finalement, j'annule mon coming out. » Je voulais pas que les gens le sachent. Non, mais dans le jeu de rôle, je peux le faire. Dans le jeu de rôle, je peux faire je joue un personnage non-binaire et si je vois que je suis pas confortable, bon, ben, je change de personnage, je change de jeu, etc. Je sais pas, est-ce qu'il y a d'autres éléments, selon vous, qui fait que les jeux de rôle est une bonne plateforme? Ben, si je peux me lancer, je dirais que définir son identité dans un monde avec énormément de normes, par exemple que ce soit l'hétéronorme ou ne serait-ce que le fait qu'on pense que tout le monde est cisgenre par défaut, on pense que tout le monde est straight par défaut, ben c'est pas toujours évident de réussir à mettre des mots sur ce qu'on ressent, sur ce qu'on expérimente. Puis ça prend du temps. C'est quand même un vocabulaire qui est pas forcément accessible, des définitions qui sont pas forcément accessibles spontanément, puis qu'on nous propose pas non plus de manière générale dans les médias. Donc, vraiment, le jeu de rôle te permet en fait d'essayer une ou des identités, que ce soit de genre ou de sexualité, que c'est peut-être pas ton identité genre ultime. Imaginons si je jouais un personnage lesbien, ben je considère pas que je suis seulement attirée par des personnes qui fitteraient cette catégorie, mais ça me permettrait d'explorer cet aspect-là et finalement de tester quel est mon niveau de confort vis-à-vis de cette identité sexuelle, par exemple, et est-ce que finalement elle pourrait m'appartenir ou pas en tant que personne et pas seulement pour mon personnage. Donc, moi, je le vois aussi comme une façon de ben, c'est pas vraiment une identité sexuelle, mais par exemple pour le polyamour de mon côté, ben, parfois j'ai eu des personnages un peu polyamoureux, puis ça me permettait de travailler à quel point j'arrivais à bien communiquer à travers mon personnage, puis c'était utile pour ma vie parce que j'apprenais à faire du relationnel multiple avec mon personnage, par exemple. Donc, d'autres façons, je trouve, à la fois de s'explorer, mais aussi de se développer et de s'épanouir en tant que personne. Est-ce que vous avez quelque chose pour rebondir? Sinon, ben, si vous... Oui, Est-ce que Dominique ou Jason vouliez dire quelque chose? Sinon, dans le chat, il y a Flamme qui nous partage son expérience aussi. Moi, je vois pas le chat, donc si Ok. c'est des gens qui veulent les partager, c'est... OK. Ben, il y a Flamme qui dit qu'avant de transitionner
donc je connais ses pronoms, c'est elle et Yel. Donc cette personne elle jouait des personnages de toutes les identités de genre. Puis en faisant ça, elle se rendait pas compte qu'elle était en train d'explorer en fait que peut-être qu'elle n'était pas une personne cisgenre. Mhm. Mhm. Ouais. Il y a aussi Disae Boréal, je ne sais pas si je dis bien le nom, mais qui dit qu'il a commencé les jeux de rôle grâce à une maison des jeunes qui faisait un GN pour montrer aux jeunes qu'ils pouvaient être ce qu'ils souhaitaient, qui n'étaient pas pris dans le XY ou la binarité qui nous est imposée. Je dirais que c'est des bons exemples. Il y a aussi l'envers de la médaille que j'ai envie d'amener, que le jeu de rôle peut être un endroit sécuritaire pour explorer, peut être aussi un endroit toxique, dépendamment du groupe, évidemment. Ça, c'est quelque chose parfois qu'on a le contrôle, parfois on l'a moins. J'ai vu beaucoup de gens parce que c'était la seule opportunité de faire du jeu de rôle, d'être avec des groupes avec lesquels ils ne sont pas à l'aise, mais de rester avec ces groupes-là. Parfois, ça peut être plus difficile, ça peut surtout si, comme on disait, sans le réaliser, on explore quelque chose qui nous touche personnellement, si on n'est pas dans un contexte sécuritaire. Ça peut tourner au vinaigre, comme on dit. Oui, et aussi à l'inverse. Donc, actuellement, je m'identifie comme un homme cis. Mhm. Et j'ai eu l'occasion de chercher pour des expériences diverses. Donc, je suis plus à l'aise avec cette identité parce que j'ai essayé une grande variété de personnages, des hommes, des femmes, des personnages non-binaires, des personnes hétérosexuelles, homosexuelles, bisexuelles, pansexuelles, asexuelles, toute la variété. Et le fait, j'ai donné toutes les opportunités pour une de ces options de me frapper comme évident, et rien m'a frappé. Mhm. Donc, Donc, au lieu d'être un homme cis par défaut, c'est un homme cis par choix, parce que j'ai examiné la variété et trouvé que, OK, cette identité, c'est le plus proche. Les étiquettes comme ça sont jamais parfaites. Mais c'est l'étiquette le plus proche à mon place dans le monde. Mhm. Donc, c'est une des choses qui était partagée par un individu transgenre à Twitter, qui était effectivement, tout le monde devrait penser à propos du genre au même niveau que les gens transsexuels, parce que tout simplement pour avoir une connaissance plus profonde de toi-même et ton niveau de performance de genre, etc., etc. Donc, je pense que les jeux de rôle donnent plusieurs opportunités d'avoir une variété d'expériences pour trouver c'est quoi le plus approprié pour vous-même. Mhm. Mhm. C'est intéressant ce que tu dis parce qu'effectivement, à la naissance, on se fait assigner un genre, alors que là, ben, c'est empowering dans le sens où peu importe le genre qui t'a été assigné, tu as choisi pour toi ce qui te convenait et puis ça fonctionnait avec le genre qui t'a été assigné, ben, tant mieux, mais au moins tu l'as comme récupéré puis tu t'es dit, ben, finalement, c'est bien lui comme une décision et pas juste quelque Mhm. chose qu'on t'a genre mis dessus. Oui, exact. Ouais, puis je pense que c'est important justement de mentionner comment les hommes, ou ceux qui, en tout cas pour l'instant, se définissent comme hommes, de pouvoir faire ces expériences-là, puis de savoir que c'est possible, parce que veut pas, à cause du développement historique du jeu de rôle, façon dont, bon, pour beaucoup, ça a été une façon de se sauver de l'intimidation ou de milieux sociaux dans lesquels ils n'étaient pas bien, mais en même temps,
souvent les hommes qui jouent ensemble ont reproduit, veut pas, des relations de pouvoir qui existaient dans le reste de la société. Puis souvent, on a lu plein de témoignages là-dessus sur les gens qui se rendent compte plusieurs années après à quel point les parties qu'il y avait par exemple, quand ils étaient adolescents, avaient plein de clichés très sexistes. Puis alors qu'ils disaient, nous, on n'est pas ces sportifs, sans cervelle, nous, on fait des trucs intellectuels, tout ça, mais en fait, vous jouez des scènes super sexistes puis super violentes. Avec des vous reproduisez, vous reproduisez des trucs de méga testostérone où on doit aller tuer des monstres. Puis je dis pas que tout le monde joue là-dedans ou que c'est ça que les hommes par défaut aiment jouer, mais c'est que il y a ces schémas-là qui ont été reproduits. Puis je pense que c'est important de réaliser que ça fait autant mal aux hommes que tous les gens de tous les genres. Mhm. Oui, et si je peux continuer à ce sujet. Oui, et je pense qu'un pouvoir impressionnant des jeux de rôle, c'est qu'ils donnent la chance d'explorer et de positer un monde et une société un peu différente. Donc, c'est une occasion d'essayer d'interroger les éléments de notre culture et les normes culturelles à propos du genre, du masculinité toxique et toutes ces affaires comme ça. J'étais en train un de mes jeux que je travaille dessus avec une amie qui est actuellement transgenre. C'était une analyse. Le jeu était sous-titré Of Orcs and Men. Et c'était tous les orques comme représentation du masculinité, les masques, et le fait qu'ils vont prendre confiance en secret, l'un l'autre, ils vont être vulnérables avec deux orques ensemble, mais ils doivent faire une performance avant tout le reste du monde. Ils ne peuvent pas montrer qu'ils sont vulnérables. Donc, toutes les affaires compliquées du nature de performance du masculine dans notre société problématique. C'était évident, là. Hey, t'es des orques. Les seules émotions sont tuer le monde, la violence, la compétition, ou tu peux être vulnérable en privé, mais tu ne veux pas montrer ça au monde. Mhm. Tu ne peux pas montrer que tu as des autres émotions parce que c'est un déshonneur pour toi. Donc, les jeux de rôle nous fournissent plusieurs occasions d'explorer en profondeur ces genres d'affaires. Donc, c'est... oui, on peut interroger notre propre perspective et identité, mais on peut aussi interroger le contexte plus grand dans lequel on est situé. Mhm. Je voulais mentionner, puis ils l'ont fait dans le chat d'ailleurs, Tiramisu. Les gens du public francophone le connaissent déjà un peu. Il a fait des excellents articles sur la masculinité dans les traditions, de comment on a appris la masculinité dans les jeux de rôle à l'époque. Moi, d'ailleurs, mon questionnement sur mon identité est né à cause des jeux de rôle et pas nécessairement parce que j'ai décidé oui et non, c'est parce qu'il y a des... Comme je suis un fan de jeux indie, de jeux indépendants, je pense que c'est la première fois que j'ai joué à un jeu Power by the Apocalypse, propulsé par l'Apocalypse en français, que les jeux m'offraient d'être un personnage non-binaire. Les jeux m'offraient d'être autre chose que homme, femme, m'offraient des options et disaient et tu peux inventer l'option que tu veux. Et j'étais très peu familier à l'époque avec le concept de non-binarité et autres. Et ça, pour moi, au début, c'est comme oh, j'ai le choix. Je peux choisir. C'est. Okay, nommer quelque chose, c'est important. Là. Oui, exactement. Aussi, j'ai trouvé ça tout de suite quand j'ai vu les jeux propulsés par l'Apocalypse. C'est pas les seuls, mais même chose pour ce qui est de l'ethnie, par exemple, ou d'autres appartenances, puis juste de nommer. Puis après ça, on a des jeux qui sont relativement
sais, au début, c'était par exemple non-conforming, puis tu ajoutais ou transgressing, des trucs de même qui étaient peut-être un peu maladroits dans leur façon de voir, où il fallait le voir dans le contexte, par exemple d'Apocalypse World, qui est un contexte post-apocalyptique, violent, tout ça, mais à mesure que les jeux se développaient, puis qu'on a des jeux comme Mask ou Monster Hearts, dont je vais reparler certainement, qu'ils ont commencé à amener plus d'options. Puis là, on va jusqu'à Dream Askew. Je ne sais pas si tu te rappelles, Étienne, on a joué, moi et Étienne, ensemble à Dream Askew. Mon genre, je sais que je m'avance un peu sur les expériences de jeu, mais le genre de mon personnage était Gargouille. Gargouille! Ouais. Ouais, j'avais vraiment aimé explorer ça. Ah ouais? C'était quoi la définition de gargouille pour toi? Ce que j'avais dit, c'est que mon personnage était un personnage psychiste et qui avait vraiment une relation comme. C'est comme s'il était toujours sur des psychotropes. Bon, il n'était pas toujours là. C'était le genre de personnage qui allait arrêter la souffrance des gens en allant voler leurs souvenirs pénibles. Donc, il se nourrissait des souvenirs des gens, puis il voulait se différencier du reste de la population. Puis pour lui, être gargouille, ça voulait dire être comme sacré, être intouchable, puis même il se cachait une bonne partie du visage avec des bandettes, tout ça, pour montrer la différence avec les humains qui étaient normaux, qui n'étaient pas touchés par le maelstrom. Donc, pour les gargouilles, pour moi, c'était le fait que l'apparence violente et dangereuse à l'externe de votre pellicule, de votre famille. Donc, à tout le reste de la société, tu dois être agressif, beaucoup de perçage, tout comme. Mais c'est interdit, c'est pas possible de faire ça pour la famille. Tu dois être gentil et douce avec la famille. Donc, c'est une division stricte entre à l'externe et à l'interne. Parce que tu es un gardien et pour votre famille. Mais c'était un bel apprentissage sur le fait que ton genre, ça peut être ce que tu veux. Oui, absolument. C'est ça, le fait que, justement, vous avez eu deux... Techniquement, vous aviez le même genre, mais la définition était totalement différente. Ouais. Donc, ça montre bien que c'est ça. En donnant l'option, en nommant les choses, les jeux permettent vraiment de se découvrir un peu plus à travers eux. Évidemment, là, on parle de genre, on a parlé d'identité également au niveau de nos relations, mais il y a plein il y a plein d'aspects qu'on peut découvrir, évidemment, avec les jeux de rôle. Par exemple, je pense parce que Jason nous en parlait tantôt, mais reconnecter avec sa langue à travers les jeux de rôle, avec une culture. On peut vraiment explorer tous ces aspects-là de notre identité. Par exemple, je pense que j'ai jamais autant apprécié ma propre culture québécoise qu'en jouant à un jeu qui n'est pas québécois, qui se nomme Poutine. Qui est un merveilleux jeu. C'est un jeu que je porte très, très près de mon cœur. Je n'ai pas le nom de l'auteur rapidement comme ça. C'est le nom. C'est un Adam, je pense. Adam Robichaud. Oui, c'est ça, exactement. Et je pense qu'il habite comme à Hawkesbury. Donc, il est pas loin. Assez proche. Techniquement, je suis en Québec actuellement. Techniquement. Je suis comme 20 minutes à pied d'Ontario. Mais je suis à Gatineau. Donc, techniquement. Oui, techniquement. Mais c'est ça, je ne pensais pas redécouvrir comme ma culture québécoise dans un jeu de rôle un jour, mais c'est un aspect. Oui. C'est un aspect que j'ai eu la chance de faire. Puis on en voit de plus en plus aussi des gens qui vont de l'avant, surtout des créateurs et créatrices de jeux, qui vont créer des jeux vraiment plus inspirés de leur culture. Parce qu'on veut pas, on est submergé par des jeux de rôle d'inspiration européenne.
euh, et américaine. Donc, ça fait du bien de voir aussi ces gens qui explorent leur identité par la création, non seulement par l'expérience de jeu. Est-ce que, Jason, tu as eu la chance de créer pour... Oui, plusieurs. Donc, mon premier jeu de rôle qui était Spark, un des settings que j'ai créé, c'était Montréal. Effectivement, c'était 19-2. Donc, c'était une affaire policier à Montréal avec tous les défis et les problèmes culturels dans le Québec. Les gens comme la meurtre et comme il y a des problèmes là. J'ai aussi créé, je suis fier de mon jeu qui actuellement c'est seulement en anglais, mais j'essaie de le traduire. Lonely Timbers, qui est un jeu des bûcherons et des hommes. Donc c'est l'interaction masculine des hommes au nord de Québec qui pensent que les grandes villes sont Sherbrooke et Trois-Rivières, ou un Sears catalogue, c'est l'affaire vraiment étrangère et à l'international. Et l'affaire queer, l'exploration de l'identité et les interactions entre les hommes et les obligations familiaux qui d'être dans un environnement effectivement seulement avec les autres hommes pendant l'hiver, souvent avec les familles une bonne distance dans leur propre village. Oui, il y a beaucoup à discuter là et c'est une occasion de aussi d'avoir beaucoup de blagues à propos des bûcherons parce que et je suis même en train un autre jeu que je pense Étienne a joué. Yes. Et s'appelle Circles of Power. Et c'est effectivement un jeu qui prend place dans l'équivalent de Québec en 1800. Donc, les conflits entre l'équivalent aux Anglais, l'équivalent aux Français et les peuples autochtones, quelques peuples autochtones qui ont battu avec les Anglais, quelques qui ont fonctionné avec les Français, les gens avec les identités, les sexualités différentes, les capacités différentes, tout se mélange. Et effectivement, vous sont des magiciens qui sont membres des peuples désavantagés. Et vous sont les seuls gens avec la magie. Donc, tu es obligé d'essayer de travailler avec la culture dominante pour aider les peuples qui sont désavantagés. Il y a beaucoup dedans et j'essaie de explorer la complexité du société québécoise, canadienne. Le fait que je dois dire ces deux mots dans façon séparée, c'est pas évident pour les Américains, là. Donc, ouais. Donc, je suis en train de travailler sur ça, mais c'est difficile. En tout cas, je me suis heureux de savoir que tu continues de travailler sur le jeu parce que je pensais que j'avais beaucoup apprécié mon expérience. Il y a Pilule Rouge qui nous demande une question de est-ce que on peut créer un jeu en se basant sur une autre culture? On a donné l'exemple de Poutine, etc. Sans que ce soit de l'appropriation culturelle.
Normalement, c'est de voir avec les gens qui sont de la culture, je dirais, en tant que tel, et de le faire dans le respect, de traiter ça avec le respect que ça mérite, avec les recherches que ça mérite. Personnellement, je ne suis pas, je ne me dirais pas un expert dans la matière, mais du moins, personnellement, c'est ce que j'en pense. Ben, il y a de plus en plus de consultantes Oui, culturelles là, qui sont engagés parce que oui, c'est un travail par beaucoup de compagnies. Donjons et Dragons, avec Wizards of the Coast font ça maintenant. Ils l'ont fait récemment d'ailleurs avec Ravenloft où ils ont revu certains aspects, entre autres, de culture qui étaient basés sur les cultures roms, par exemple, tout ça, puis qui étaient un peu problématiques. Fait que c'est des choses que même les plus petits éditeurs, je sais, font aussi. Parce que, veux pas, pendant longtemps, on a colonisé l'imaginaire des autres peuples, puis on le fait encore. Puis même si on dit que maintenant on voudrait faire un échange culturel puis égalitaire, c'est que dans les faits, c'est pas comme ça que même nos modes de production sont faits, que nos modes de pensée sont faits. Fait qu'il faut faire un travail, nous, pour décoloniser nos esprits, en tout cas nous qui sommes au Canada et au Québec. Puis ça vaut aussi pour les jeux de rôle comme n'importe quoi d'autre. Puis c'est pas une question de se taper sur les doigts ou de dire oh non, c'est tellement horrible, c'est juste de faire les étapes pour aller vers l'autre. Puis dire ben, j'ai besoin d'aide parce que je peux pas écrire un jeu de rôle sur le Japon tout seul. Ou je peux pas écrire même sur le Québec, écrire quelque chose sur le Québec, à part comme Poutine, c'est très centré sur un petit village, un petit village qui, on imagine quand même assez blanc, là. Mais même à ça, quand on parle de l'histoire du Québec, comme Jason le fait, ben, il faut que tu prennes en compte les différents peuples et leurs relations ensemble, parce que sinon, c'est comme évacuer leur existence. Puis je sais qu'il y a des jeux qui ont essayé de faire ça, par exemple, de dire, ben, on va recréer les Amériques, mais sans les peuples autochtones, comme ça, il n'y a pas de problème de colonisation. Ben oui, mais je veux dire, ça amène tout un autre problème que tu les visibilises. C'est arrivé souvent d'en faire une espèce de terre pleine de jungle et d'endroits à aller conquérir et d'aller explorer, mais ça revient au même, c'est la même pensée qui a motivé la colonisation de la Terra Nullius, je pense que je le dis mal, mais l'idée qu'il n'y avait personne qui utilisait ces terres-là, dans le fond. Mais là, c'est juste qu'on trouve ça trop compliqué de vivre avec ce passé-là, fait qu'on l'évacue complètement. C'est comme non, c'est pas la manière de le faire. Là. Et c'est vraiment difficile pour les jeux science-fiction. En gros, j'ai eu ce défi pour mon jeu After the War. Et mon réponse était oui, la communauté extraterrestre ont vu l'histoire des humains et ils ont des politiques strictes là. Ils vont seulement donner des planètes aux Homo sapiens s'il n'y a personne là. Il y a beaucoup de planètes avec des peuples autochtones et indigènes. Non, on ne va pas permettre les humains de coloniser là parce que, Colin, on a vu leur histoire. Il n'y a rien ici. OK. Vas-y, les petits singes là. Et tu peux habiter là parce que tu ne vas pas causer de dommages. Mais tu sais, je pense que c'est un bon exemple à ce niveau-là. C'est justement, ça peut être, oui, comme tu l'as dit, Jason, ça peut être difficile. Ça demande d'y réfléchir, mais ça demande de faire. C'est tout simplement de faire les efforts nécessaires pour le faire, que ce soit, comme disait Dominique, là, des gens qu'on peut consulter pour ça. Oui, vas-y, Jane. Ben, c'est aussi que c'est important de reconnaître d'où on vient. C'est quoi notre point de vue situé à nous. Parce que on peut avoir toute la bonne volonté du monde, on peut pas enlever tout ce qui vient avec nous, que ce soit notre identité, notre sexualité, notre couleur de peau, etc. Donc, c'est déjà le reconnaître et aussi reconnaître qu'on n'est pas une personne qui est capable de se dépasser comme plus on n'est pas capable de sortir de nous. Donc, c'est vraiment avoir une place, avoir une posture d'humilité, aller chercher des personnes concernées, les payer pour ce travail aussi, pas juste attendre du travail gratuit, les inclure dans le projet ou éventuellement leur donner une place de premier plan
et nous les aider à prendre cette place-là. Mais clairement, il faut qu'on reconnaisse de là où on vient et donc à la fois, ça peut être possible effectivement de parler de réalités qui ne sont pas les nôtres, mais il faut aussi qu'on reconnaisse qu'on a des limites ou que si on le fait, il faut qu'on soit accompagné par plusieurs personnes et que c'est pas parce que parfois on a eu l'autorisation de une personne concernée que ça veut dire Ouais. que ça suffit à justifier notre posture pour comme toutes les diversités des personnes qui existent parce que voilà, Faut on être peut à pas, l'écoute. c'est ça là, c'est pas parce qu'une personne t'a dit: «OK, c'est correct d'utiliser telle insulte» que ça veut dire que c'est correct de le faire. Mhm. On avait d'ailleurs, dans nos sujets, nos questions, c'est pas mal en lien avec ce qu'on parle maintenant, mais comment la recherche d'identité, c'est pas seulement notre identité à nous, c'est aussi que les jeux de rôle peuvent nous permettre de mieux comprendre l'identité des autres. Encore là, faut faire attention. On parle pas nécessairement de. Surtout dans les vieux jeux de rôle, il y a beaucoup de jeux de rôle qui sont maladroits, disons, un petit peu maladroits en s'inspirant d'autres cultures. Bushido. Segmenter la culture des autres, c'est le faire à travers des jeux qui, dans le meilleur des mondes, ont été faits et écrits par des gens de cette culture. C'est sans doute la meilleure façon de... Et maintenant, il y en a une panoplie. On ne dira jamais à quel point le monde de l'auto-édition, puis Itch.io et autres sites comme ça, et fait des merveilles pour les jeux de rôle. Là. Vous en avez des tonnes disponibles, parfois gratuitement, à un prix que vous choisissez pour l'autrice ou l'auteur. Donc, c'est vraiment... on en a vu beaucoup aussi ces derniers temps sur Kickstarter. Beaucoup de jeux qui sont apparus, inspirés j'en ai vu une des nombreuses cultures africaines, parce que c'est pas une culture. On a vu des jeux sortir des Philippines, etc. Donc, c'est vraiment, je pense, ça fait du bien de voir cette diversité-là et ça nous permet d'expérimenter la culture des autres sans se l'approprier, sans faire ah oui, j'ai vraiment envie de faire un monde de Donjon Dragon qui se passe en Asie et prendre tous les stéréotypes qu'on m'a inculqués depuis mon enfance et les appliquer à ce monde-là. Mais oui. Donc, il y a quelques jeux où leur propre système, parce que c'était créé par les peuples d'un groupe minoritaire, le système mécanique, c'est créé exprès pour communiquer leur réalité spécifique. Donc, les bons exemples. Dog Eat Dog, en anglais. Et c'est... la personne, la joueur le plus riche, va être la maître du jeu pour ce parti. Le reste vont être les peuples colonisés. Et c'est un jeu où tous les mécaniques disent si le maître de jeu n'aime pas le résultat d'un conflit, ça va être presque tout le temps sexisme. Il va être capable de se dire non, je gagne, même si j'ai perdu sur les dés, je gagne tout même, quand même. Et c'est un jeu qui discute et montre comment la situation d'assimilation culturelle fonctionne à l'intérieur. Parce que la façon de gagner contre le maître de jeu, c'est effectivement d'assimiler des cultures du colonisateur. Ça, c'est comment tu gagnes. Un autre jeu qui fait le même genre d'affaires, c'est Bluebeard's Bride, qui donne un bon job à montrer l'horreur féminine et montrer comme un bon exemple. Il montre comment les horreurs du patriarcat, c'est aussi causé par les actions des femmes contre les autres femmes. Et c'est un élément de réalité que j'étais pas connaissant avant que j'ai joué ce jeu.
Donc, le jeu a vraiment communiqué sur l'élément de son expérience. Et c'était fait comme ça à cause des mécaniques en place. Ouais, moi, je fais une distinction, c'est ça, entre les jeux comme ça qui sont faits par des gens d'autres cultures ou, par exemple, de d'autres genres, d'autres identités sexuelles pour faire vivre à d'autres personnes une partie de leur expérience et juste décider d'ajouter la représentation dans ses propres jeux. Par exemple, moi, quand je décide de jouer un personnage noir ou un personnage ou une personnage lesbienne ou etc., je joue pas pour essayer de savoir de jouer l'expérience noire ou jouer, tu sais, je veux savoir qu'est-ce que c'est d'avoir vécu l'esclavage. Tu le sauras pas en jouant un personnage une fois quelques heures par semaine. Pour moi, ça, c'est pour acheter de la représentation. Puis c'est des conseils aussi que j'avais vus de la part de personnes marginalisées que si vous voulez ajouter de la représentation, faites juste rajouter des personnages, décidez que vos personnages sont d'autres ethnies ou d'autres orientations sexuelles et c'est tout. Vous n'avez pas besoin de faire des pages et pages de recherche. Vous voulez avoir le minimum pour ne pas avoir à faire des accents racistes, par exemple. Ça, c'est pas encouragé. Mais sinon, faites comme si c'est d'autres personnages. Jouez-les comme vous jouerez n'importe quel personnage. Mais justement, quand on veut aller plus loin puis vivre des choses qui nous sortent de notre zone de confort, ben, des fois, c'est peut-être mieux d'aller avec des ressources qui sont faites pour ça, pour nous accompagner, parce que souvent, on n'a pas les gens avec nous pour nous accompagner. Puis c'est correct de faire des expérimentations, mais il y a des moments où c'est, par exemple, sur l'orientation sexuelle ou sur la transidentité, tu sais jamais si quelqu'un autour de la table dans ton groupe qui n'a pas fait de coming out et qui est trans ou qui est d'une autre orientation sexuelle qu'hétérosexuelle, tu sais. Fait qu'il faut quand même toujours faire attention avec ça, la façon dont on le gère, parce que même si tu le demandes aux autres, est-ce que ça vous offense, par exemple, la façon dont joue ce personnage, pour pas se hâter, ils vont peut-être pas nécessairement le dire, mais ça se peut quand même qu'ils soient pas confortables avec la façon dont tu le joues. Fait que c'est toujours, comme on l'a dit tantôt, c'est dans l'humilité, puis dans le dialogue, puis de jouer des personnages de façon... tu sais, de jouer honnêtement, puis avec une volonté, tu sais, une curiosité, je dirais. Je suis tout à fait d'accord avec ce que tu dis, Dominique. Je pense que quand tu n'es pas concerné par l'enjeu que tu veux représenter, il faut que je pense que c'est important en tant que personne que tu te demandes pourquoi tu veux le jouer. Mhm. Et si ton but, c'est de jouer une version fantasmée, slash stéréotypée de cette identité-là, c'est clairement pas une bonne idée que tu le fasses. Genre, point. Mais après, c'est sûr que comme tu le dis, on va pas comprendre c'est quoi l'expérience d'une personne racialisée si on ne l'est pas parce qu'on joue un personnage qui est racialisé. Mais est-ce que pour autant, il faut forcément jouer que des personnages blancs, cis, hétéros, monogames, pour jouer et compagnie? Ben non, parce que si on fait juste ça, ça entretient aussi une forme d'hégémonie blanche comme habituelle et hétéronormée aussi. Mais effectivement, genre d'où ça vient et qu'est-ce que tu vas chercher avec ça? S'il s'agit de toi, tu cherches ton identité de genre ou sexuelle, ben là, a priori, peut-être c'est toi que tu recherches, mais si ton but est de jouer une identité, que ça peut être même une situation de handicap, par exemple, qui ne te concerne pas, ben, pourquoi le fais-tu? Genre, d'où ça part et est-ce que ton but, c'est d'être genre le comique de situation, d'être la personne qui va faire le personnage qui va se faire agresser ou qui va jouer de ses charmes? C'est comme, pourquoi? Pourquoi tu fais ça? Et si ton but, c'est seulement d'explorer un personnage, ben là, effectivement, comme tu dis, je pense que faut y aller, genre. Je veux dire, je crois que tout le monde qui font des jeux de rôle depuis assez longtemps ont déjà expérimenté au moins une fois une personne désagréable qui a décidé de jouer un rôle féminin afin d'être automatiquement la personne séductrice, etc. Les stéréotypes classiques ont... heureusement,
j'ose croire que ça tend à changer ou c'est parce que mes cercles ont changé et que maintenant je décide de qui je m'entoure. Je pense que c'est peut-être un petit peu plus ça, mais oui, malheureusement, c'est des stéréotypes qui sont là. On disait que c'est pas toujours sécuritaire non plus comme environnement. Une expérience que j'ai eue, pas personnellement, mais c'était une personne dans un de mes groupes qui était dans notre jeu. Donc, il est une personne racialisée et il a joué une autre personne d'une autre origine ethnique. Donc, une personne asiatique qui a joué une personne autochtone. Et c'était quelque chose raciste, comme vraiment mauvais, mal fait. Mais c'est comme, oh oui, le gars blanc va dire, hey, personne d'une minorité visible, tu peux pas jouer sur une minorité visible comme ça. Ouais, c'est ça. C'est délicat, mais après, être quelque chose ne veut pas dire que tu n'es pas soumis à la critique non plus. Oui, oui. Dans le sens, c'est pas parce que je suis une personne queer que ça veut dire que je suis parfaitement déconstruit, que j'ai aucun schéma normé dans la tête. C'est un travail clairement qui se fait à tous les jours pour tout le monde. Et effectivement, peut-être qu'une personne racialisée va jouer d'autres stéréotypes racistes à propos de d'autres personnes, mais il faut le dénoncer. Par contre, lui expliquer c'est quoi son expérience de personne racialisée, ça, c'est non. C'est ça. Il y a comme la ligne entre les deux. Mais en général, ça se résume souvent. C'est pour ça que j'ai l'impression que des fois, ça semble évident, mais ça se résume souvent à comprendre l'autre, se mettre à la place de l'autre, justement, qui est un peu ce qu'on parle en ce moment et le sujet de la convention. Se mettre à la place de l'autre et sans invalider son expérience, puis être à l'écoute. Si c'est fait toujours dans l'écoute, dans le respect, normalement, il ne devrait pas avoir de problème. Si vous n'êtes pas certain, posez des questions. Si vous avez une idée de personnage, puis que vous dites « Ah, est-ce que cette idée-là, est-ce que c'est de l'appropriation culturelle ou est-ce que c'est raciste? » Ben, la réponse est probablement oui si vous posez la question. Sinon, prenez la peine de vous informer, de demander aux personnes concernées. Mais merci pour demander les questions. Oui. Ça, c'est un niveau de connaissance de soi-même impressionnant et bon. C'est quelque chose qu'on devrait encourager. Parce que ça, c'est la première étape. Est-ce que c'est un problème? OK, oui. Prochaine étape, fais pas ça. Ouais, il faut ouvrir la communication. Puis je pense que dans les jeux de rôle, ben moi, ceux qui me connaissent le sauront, je suis un grand fan des outils de sécurité émotionnelle, mais je pense qu'il faut baliser ça. Puis souvent, on pense que parce qu'il y a des outils de sécurité émotionnelle, par exemple, qu'on ne va jamais aborder ce sujet-là, mais c'est pas ça. C'est pour les aborder d'une manière qui est balisée où, justement, si quelqu'un est inconfortable à un moment donné avec la façon dont c'est fait, on peut s'en parler. Puis je l'ai mentionné tantôt, mais je suis obligé de mentionner, qui est pour moi, qui est une des meilleures ressources dans la matière. Monster Hearts 2, qui a tout un chapitre sur ce qui est la sécurité émotionnelle, puis qui parle aussi de sexualité, parce que pour ceux qui ne connaissent pas, Monster Hearts 2, c'est un jeu où on joue des ados qui sont aussi des monstres. Et la métaphore est très transparente, là, sur le fait, par exemple, d'avoir la misère avec son corps qui change, d'avoir la misère par le fait qu'on est allumé par plein de monde, parce qu'une des mécaniques principales, c'est... comment ça se dit en anglais? C'est turn someone on, je pense. Oui, c'est ça. Ouais. Pour allumer les gens. Fait à la base, n'importe qui peut avoir des sentiments ou ressentir quelque chose pour quelqu'un d'autre, puis les ados utilisent ça comme de la pression. T'sais, mais tout ça, c'est un environnement qui peut sembler très toxique, puis les gens, à la première lecture, lisent ça, puis disent, ben voyons, c'est un jeu qui est potentiellement homophobe, sexiste, ça, mais le but, c'est d'explorer ça d'une manière sécuritaire. Puis on peut aborder des sujets qui sont difficiles. Puis entre des personnes qui n'ont pas ces identités-là, justement, ça, c'est d'Averial 2. Je pense qu'on a perdu
Jane. Oui. Mais Le retour. à tel sujet, est-ce que tu peux discuter le grand changement entre Monster Hearts 1 et Monster Hearts 2? C'est il y a Avery a travaillé fort pour essayer d'être plus inclusif aux personnes asexuelles. Oui, effectivement. Parce que c'était un grand problème avec Monster Hearts 1. Parce que c'était turn someone on. L'autre personne va avoir une réponse sexuelle. Qui était un problème. Mais elle a travaillé avec des experts, des groupes des autres communautés dans lesquelles elle n'était pas membre pour essayer de mieux incorporer ces éléments et ces identités. Que penses-tu à propos du résultat dans Monster Hearts 2? Ouais, ben merci d'en parler, Jason. Puis je trouve que c'est un exemple parfait de ce qu'on dit quand on dit écouter les gens qui sont pas de votre groupe ou de votre identité. Parce ce qu'elle dit, c'est que le design de Monster Hearts, à la base, c'est pour que les gens puissent faire expérience d'une idée de la sexualité qui est fluide, contrairement à la société qui a tendance à dire que la sexualité, est très ancrée et binaire, etc. On n'ira pas en long et en large là-dedans, mais pour faire une expérience, surtout quand ils sont adolescents, ils cherchent encore sur ce plan-là, mais elle ne voulait pas non plus faire passer l'idée inverse que tout le monde est sexuel. Puis c'est ça qu'elle dit là-dedans. Donc, dans ce cas-là, les gens qui veulent que leur personnage soit sexuel peuvent décider à un moment, ils peuvent changer aussi à travers le jeu, mais peuvent décider que turn someone on, ça les affecte pas de la même manière que les autres. Puis en fait, ce que ça fait, c'est que ça fait un autre move qui est... Shut someone down. Shut someone down, oui, merci. Qui est plus violent et qui représente la pression par les pairs, dans le fond. Et c'est des choses... le personnage ne comprend pas nécessairement qu'il est asexuel. C'est juste qu'il se sent obligé d'agir comme tout le monde. Puis c'est aussi blessant pour cette personne-là d'avoir l'impression d'être mis de côté à cause de cet aspect-là qui est la sexualité. Puis moi, en tant que personne asexuelle, je trouve effectivement que c'est une façon intéressante de le faire parce que ça garde l'idée qu'on est des ados qui ne se comprennent pas encore puis qu'il y a beaucoup de pression sur cet aspect-là. Et je pense pas que ça invalide le design du jeu. Moi, je pense que ça le rend juste plus complet. Puis effectivement, je trouve que c'est quelque chose qui est très rare, du moins pour la sexualité, qui j'ai trouvé très bien fait. Je dirais... J'ai envie de lancer la question, on en a parlé un peu, mais en tant que personne à une table de jeu de rôle, en tant que soit maître de jeu, facilitatrice, facilitateur ou joueur-joueuse, comment on peut faciliter, comment on peut rendre... On a parlé un peu des difficultés émotionnelles, c'est sûr, mais comment on fait pour favoriser l'expérience si... pour les autres qui veulent explorer peut-être leur identité. Parce que ça va arriver qu'on s'en rende compte ou que des gens juste décident de jouer des choses qui ne sont pas eux. On ne sait pas dans ce cas-ci si c'est de l'exploration ou non, mais comment on facilite l'expérience. C'est sûr que le premier réflexe que j'ai, c'est de, évidemment, ne pas tomber dans les stéréotypes. Là, on en a parlé déjà plusieurs fois, mais il y a des stéréotypes quand on joue un personnage, on peut tomber dans les stéréotypes du personnage, mais c'est facile aussi pour les autres de tomber dans le stéréotype des interactions avec certains types de personnages. Peu importe c'est quoi, comme on disait aussi tout à l'heure, si on joue un personnage marginalisé qui a un genre, une sexualité ou tout autre, une culture marginalisée dans la vie, on veut pas nécessairement que ce personnage-là soit marginalisé dans le jeu. C'est pas parce qu'on décide de jouer un personnage une personne de couleur qu'on veut que le maître de jeu nous fasse vivre du racisme, par exemple. Je pense que c'est des choses qui sont importantes aussi les joueuses et les joueurs, à mon avis, ne devraient pas nécessairement avoir à le préciser, mais c'est toujours bien d'être clair et précis aussi avec ce qu'on veut parfois, pour éviter des situations de ce style.
Est-ce qu'il y a d'autres choses, d'autres... Ben, Jane, c'est tu voulais sûr. parler, toi? Oui, ben, c'est sûr que Ah, Jane, t'es je... sur mute. Non, non. Hein? Non? 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 Pas pour nous. C'est juste moi qui l'entends pas. Ouais. Vas-y, Jane. Ça va. Vas-y, Ok. vas-y, arrête de parler. Étienne m'aime pas, c'est tout. Euh, Ben, c'est sûr que j'en appellerais à la bienveillance déjà. Tu sais, comme le, comme disait Étienne, pas forcément faire de la personne comme une bête de foire en quelque sorte. C'est pas parce que notre personnage est pas conforme à la norme sur certains aspects que ça veut dire que tout de suite ça en fait un personnage sur lequel il faut centrer tout son narratif là-dessus. Puis oui, vraiment la bienveillance, éviter les blagues, genre, mais pas juste en tant que maître du jeu. Les gens qui participent aussi de comme ah, t'es telle personne, fait que tu veux faire tel truc, tel genre d'affaires, etc. C'est comme éviter tout ça pour ben, finalement laisser la place à la personne à s'épanouir, puis à épanouir son personnage sans créer une occasion d'en rire qui finalement est agréable pour qui et présente quoi. Puis aussi, on peut, ouais, vraiment, je parlerais de bienveillance, puis aussi se documenter. C'est important parce que même si on est bienveillant, on ne sait pas tout. Et même si on se documente, ça ne veut pas dire qu'on a fini de se documenter. Donc, continuez de se documenter. Je pense que il y a une catégorie des outils de sécurité qui sont dédiés au consentement des contenus du jeu. Et je pense que ces outils en spécifique sont d'importance énorme. Parce que si n'importe qui dit « Hey, je veux pas la préjugé associée avec la transphobie. Ça, le fait qu'on est clair et tout le monde prend soin d'eux-mêmes pour assurer que les contenus sensibles à eux sont exclus si nécessaire, donne un sens plus de sécurité pour tout le monde. Parce que si je dis, hey, je suis une personne qui est blessée par l'homophobie. Donc, je ne veux pas de violence physique à cause de l'homophobie. Ça me donne l'occasion de dire, OK, la violence physique, c'est un problème, mais je peux avoir des autres genres de préjugés associés avec ce genre de discrimination. Parce que je veux explorer tel sujet et je veux éviter tel sujet plus sensible pour moi dans le contexte personnel. Donc, je pense que le fait de normaliser le processus d'établir le consentement actif et enthousiaste de tous les participants dans le jeu donne un environnement où les gens peuvent aller plus loin et explorer d'une plus grande profondeur ces sujets sensibles. Si ça fait aucun sens. Mais c'est clairement bénéfique pour tout le monde. Oui. Comme disais Dominique, je t'ai coupé la parole. Ah non, c'est correct, OK. vas-y. Mais oui, de manière générale, on le voit même en dehors des jeux de rôle, dès qu'on rentre dans une société qui est plus inclusive en général, ça rend service aussi aux personnes cis, hétéros, etc. Ou autrement, par exemple, actuellement avec la pandémie, on peut le voir, on est beaucoup passé en télétravail et ça a énormément aidé beaucoup de personnes en situation de handicap, que ça fait des années qu'ils demandent des accommodations, mais tant que les personnes valides n'en avaient pas besoin, on ne le faisait pas. Et puis là, subitement, il n'y a plus vraiment le problème du télétravail. Donc, c'est finalement, une fois que les personnes privilégiées ont eu besoin d'une accommodation, ça a été fait, mais finalement, ça sert à tout le monde. Et c'est ça dont on a besoin
aussi dans les jeux de rôle, c'est que quand on fait des accommodations, ce qu'on peut penser qui vient de... euh, on peut avoir l'impression que c'est spécial dans le sens que c'est pour aider ceux qui sont un peu à part, les minorités, ceux qui sont pas comme nous, etc. Mais finalement, ça finit toujours par rendre service aussi aux autres. Fait que c'est utile pour tout le monde. Le nombre de fois que j'ai eu à défendre l'utilisation d'outils émotionnels parce que les gens disaient ah non, mais j'ai pas besoin de ça à ma table. Les gens sont jamais, ils se passent jamais rien, ils vont me le dire. C'est comme, t'es sûr qu'ils vont te le dire? Mais elle joue jamais avec des nouvelles personnes. Moi, il me semble que si je veux jouer avec plus de monde, aller dans des festivals, jouer avec des nouvelles personnes, il me semble que c'est normal d'apprendre à poser ces questions-là puis à placer dès le départ. Mm-hmm. Parce que oui, si tu joues toujours avec les mêmes 4 personnes, il y a quand même des choses que tu ne sauras pas sur elles, probablement. Puis deuxièmement, ce que tu fais chez toi, entre vous, vous faites ce que vous voulez. Là. On n'est pas la police des outils de sécurité émotionnelle, mais il me semble que le moindre, c'est que quand tu veux faire partie d'une communauté, c'est d'aller un peu vers l'autre puis de poser des questions. Puis, peut-être que dans mon petit groupe, ça allait de faire des blagues sexistes, mais peut-être qu'eux, ils comprennent pas que c'est au 2e degré, mes blagues. Je fais un peu de sarcasme, mais des fois, ça prend de sortir de sa zone de confort puis de son cercle renfermé pour se rendre compte que peut-être que les pratiques qu'on fait, c'est pas acceptable en dehors de la société. Puis encore plus quand on diffuse, par exemple. On parlait dans les responsabilités quand on écrit, mais là, de plus en plus de monde diffuse ou prennent part à des parties sur Internet qui, des fois, sont accessibles par le public. Il y a des nouvelles responsabilités qui viennent là-dessus. Tu n'es pas tout seul dans ton sous-sol entre toi. Là. Oui. Et quelque chose que je trouve utile, c'est plus difficile à cause de l'acculturation des hommes cisgenres, mais de montrer la vulnérabilité et de dire, hey, avant qu'on commence, je suis pas comptable avec telle affaire ou telle affaire. Un bon exemple qu'on peut utiliser tout le temps maintenant. Hey, je suis pas content avec les pandémies. Je suis pas comptable de tout. Parce que c'est quelque chose évident pour la plupart des gens. Mais dire, hey, moi, je suis pas comptable, je suis vulnérable, et ça, c'est un sujet sensible et je veux éviter ça. Il montre que c'est d'importance pour quelqu'un, au moins. Donc, ça peut enlever l'argumentation de « Hey, c'est pas nécessaire. » Hey, c'est nécessaire pour moi. Mm-hmm. Mm-hmm. Il y a des sujets, comme on disait tantôt, qui peuvent paraître évidents, pour la plupart des gens, tu te dis « Ah, mais c'est sûr que la personne n'abordera pas ce sujet-là. » Mais on ne sait jamais, surtout, peu importe, même dans des jeux plus classiques où on a une ou un maître de jeu, c'est de l'improvisation souvent. Puis des fois, quand tu fais de l'improvisation, tu vas dire quelque chose, puis après, tu vas réaliser ce que tu as dit, tu vas réaliser ce que tu as amené comme situation. Donc, garder ces choses-là en tête, le savoir dès le début que je sais que ce sujet-là, je ne l'aborderai jamais. Et normalement, tu le gardes en tête, ton subconscient va s'en souvenir. Et si jamais tu vas pour l'aborder, tu vas faire « Ah non, c'est vrai, la personne m'a dit... » Ça peut être, on parle de sujets sérieux, on parle de choses très confortables, qui nous rendent vraiment inconfortables contre l'homophobie, etc. Mais des fois, c'est des choses aussi simples que des phobies. Le nombre de fois, quand je fais les lignes et les voiles, qui est Lines and Veil, qui est probablement un outil que j'utilise que j'utilise à toutes mes parties, la plupart du temps, les gens, le premier réflexe, ça va être de me dire leur phobie. Puis après, on va ajouter, moi, je vais dire, moi, je veux un voile sur le racisme, etc. Donc après, ça va s'ajouter et c'est toujours en mouvance, ces choses-là. C'est pas parce que vous installez des outils de sécurité émotionnelle que vous n'avez pas le droit pendant une partie, de faire « OK, non, finalement, je suis pas confortable avec ça non plus. » Pendant que vous êtes en train de le jouer, c'est le chose que les gens disent qui est cliché, c'est qu'on fait des jeux de rôle pour avoir du plaisir. Ça reste quand même vrai. Des fois, le plaisir passe par expérimenter des émotions plus intenses,
Mais en ayant ce filet-là, ça nous permet de plonger encore plus parce qu'on sait qu'on ne tombera pas dans le vide, qu'on a un filet pour nous rattraper, qu'on a une sécurité, justement. Donc, souvent, malheureusement, les gens le voient souvent plus comme un obstacle, alors que c'est tout à fait le contraire. Puis c'est limitant de penser que parce qu'un sujet est interdit, ton jeu va être limité. Moi, ça me pose des questions sur qui est cette personne qui mène son jeu et qui sont ces personnes qui y jouent, parce que si le fait de ne pas aborder un sujet limite l'expérience de jeu, je me dis qu'il doit y avoir ça manque de créativité. Alors, je suis comme, cet aspect-là est essentiel pour toi. T'as pas autre chose à me proposer? Ouais, ou de le dire dès le départ, tu sais, si toute ta campagne est basée sur l'esclavagisme, ben peut-être de le mentionner avant pour que les gens sachent, ben peut-être c'est pas une campagne pour moi. C'est correct aussi que tous les types de campagnes, toutes les parties ne sont pas pour nous. C'est pour ça que je veux que les gens prennent pas pour acquis que leur réalité est la mienne, puis qu'ils soient transparents dans la façon dont ils veulent le traduire en jeu, là. Est-ce que je peux mentionner 2 outils de sécurité que j'adore? Oui, avec plaisir. La première, c'est en anglais, c'est Let's Talk. Je ne sais pas la traduction idéale pour ça, mais on devrait parler, je ne sais pas. Mais l'idée, c'est Lines, Veils et Let's Talk. Donc, les choses sur cette liste, avant qu'on introduise, on doit dire, hey, hors du jeu, est-ce qu'on peut faire ça? Donc, c'est quelque chose de plus léger qu'une voile. Mais donc, c'est confirme avec le groupe pour ces sujets qui sont pas interdits de montrer, mais on va confirmer aux situations précises. L'autre affaire que je suis assez fier que j'ai créée, c'est je pense que j'ai montré à Étienne un fois. En anglais, c'est bracket technique ou la technique de parenthèse. Et c'est, par exemple, si je veux dire, je joue un personnage qui est raciste, je peux dire, hey, toi, phrase raciste. Donc, tu dis, c'est quoi les contenus? Un blague homophobique? Mais tu crées pas un blague homophobique. C'est tout simplement, ça c'est dans la boîte. On sait les contenus, là. On peut continuer maintenant. C'est intéressant. C'est vraiment intéressant comme outil parce qu'on en parlait justement dans mes réseaux militants, que parfois les gens veulent dénoncer des choses, mais qu'en le dénonçant, ils montrent du contenu où ils énoncent du reproduire tout le contenu temps le contenu, qui est problématique. Puis je suis comme, si le but c'est de le dénoncer, en le remontrant, tu participes en fait à continuer à ce qu'il existe dans la sphère, etc. là. Puis j'en parlais justement dans un de mes cours, dans mes études en tout cas. Fait que c'est intéressant de le dire comme ça parce que ça permet aussi justement d'amener ce genre d'enjeu, parce que les jeux de rôle ne devraient pas forcément être édulcorés non plus. Dans le sens, si les joueurs-joueuses sont d'accord avec ça, puis que c'est la réalité du monde dans lequel tu te trouves, ben, ça peut être une façon d'inclure ce genre de contenu sans en faire un spectacle. Oui. Le consentement est toujours central, toujours très important. Notre conversation tire déjà à sa fin. Je vais le mentionner tout de suite. Je sais qu'il y a un giveaway. À vrai dire, il y a 5 giveaways qui vont avoir lieu. C'est une gracieuseté de Edge Studio. Vous courez la chance de gagner n'importe quel de leurs titres disponibles sur DriveThru RPG, DriveThru RPG en français. N'importe quel de leurs titres en PDF. C'est important, en PDF. Donc, ils font la traduction de Genesis, ils ont Legend of the Five Rings,
plein de choses que je ne connais pas. Something Strange, Midgard, plein de systèmes. Ils en ont une panoplie. J'essaie de le voir un petit peu. Unknown Armies également. Bref, ils ont une sacrée librairie. Donc, c'est vraiment un beau prix. Je ne sais pas s'ils sont ouverts. Marc va pouvoir nous dire dès que le concours est ouvert. Oui, il est ouvert. Il Je est viens de ouvert, parfait. participer. Voilà, pour le podcast, c'est pas pour moi. Tu sais, comme dit Jason et le pilule rouge le souligne aussi, on parle, ça aussi c'est une tendance qui a été créée par les vieux jeux de rôle, de dire que le méta, la conversation hors partie est quelque chose de négatif, alors que c'est tout le contraire. Ça devrait être encouragé de briser le roleplay si nécessaire, de briser, de prendre une pause dans la partie et de faire est-ce que ça va tout le monde? Est-ce que je fais beaucoup de LARP, de GN, le OK check, qui est une technique très simple, qui est juste c'est bon ou non, ou je suis pas sûr, ça arrête si la personne veut pas. Il y a plein d'outils à votre disposition. C'est sûr que vous allez trouver au moins un outil de sécurité qui va vous convenir. Puis je pense que j'ai jamais eu une partie, personnellement, dis-moi, j'ai jamais eu l'impression qu'on gâchait ma partie parce que quelqu'un m'arrêtait pour dire « je ne suis pas confortable avec ce qui se passe en ce moment ». Au contraire, je vais me sentir beaucoup plus mal si la personne ne m'arrête pas pour me le dire et que je l'apprends par la suite. Ben ça, les gens ont plus d'importance que le jeu. Je m'excuse pour les gens qui trouvent que le jeu est quelque chose de sacré, là, mais je sais pas, on est des personnes avec des sentiments, puis le jeu va être respecté. Ouais, c'est ça. Le moment où tu arrêtes de jouer, le jeu cesse la partie cesse d'exister. La personne, non. Donc. Ben, en espérant que tout le monde existe encore à la fin de la partie. Sinon, il s'est passé quelque chose de mal. Prenez soin des autres. Il y a Flamme qui nous pose une question qui est comment sensibiliser, rapporter un comportement inapproprié à une personne si elle se met immédiatement en mode défensif. Alors, c'est pas facile. Ben, je vais me lancer là. C'est vraiment une question qui a comme pas une seule réponse possible parce que déjà, ça va dépendre de la personne. Quelle est ta relation avec cette personne, ton niveau de confiance. Comme on peut avoir, je pense qu'on a souvent un réflexe défensif. Puis je pense que je peux le dire de manière assez absolue. En général, en tant que personne, on n'aime pas être pris en défaut et on peut avoir facilement un réflexe défensif. Parfois, ça peut être seulement de laisser du temps à la personne, de dire écoute, là, je vois que ça te choque ce que je te dis, je te propose qu'on s'en reparle plus tard, qu'on souffle chacun de notre côté, puis qu'on s'en parle à tête reposée. Parce que parfois, se faire dire de quoi, ben, ça peut être déstabilisant, puis on a juste besoin de ce moment-là d'espace pour revenir et ensuite être comme ok, je suis prêt à entendre ta critique, ton retour. Parfois, ça peut, en fonction de l'enjeu, ça peut être d'envoyer des ressources parce que peut-être que soi-même, on n'est pas la personne la plus outillée pour traiter cet enjeu-là. Qu'est-ce que ça pourrait être? Ben, après, en fonction de comment sent la personne d'en parler, mais aussi d'y aller éventuellement progressivement. Mais c'est sûr que si on est face à une personne qui n'a aucune ouverture dans le sens qu'on lui a proposé un temps mort où elle pourrait prendre du temps pour elle, on lui a proposé des ressources, etc., puis qu'elle est toujours pas intéressée à converser, ben là, c'est un enjeu qui nous dépasse. Puis, comme dans ce cas-ci, je dirais éventuellement, ben, espérer que le temps fera plus son affaire vu que nous, on a déjà fait notre part de travail. Puis comme le dit Vorapsac dans le chat, on peut utiliser l'empathie, exprimer que tout le monde peut avoir des préjugés, qui est parfois compliqué de le déconstruire. Donc vraiment, reconnaître que c'est pas toujours facile pour la personne de tout de suite comprendre qu'elle a été comme en tort puis qu'elle a mal fait. Parce qu'a priori, on veut tous bien faire aussi.
Donc, ça, c'est quelques pistes de solutions que je propose. Je ne sais pas si vous en avez d'autres. Mon technique, c'est hey, on peut prendre une pause. J'ai besoin plus de l'eau. Hey, Hugo, est-ce qu'on peut parler dans la cuisine? Et pour que c'est une affaire individuelle, en lieu d'une situation de hey, t'es le méchant là, autour des tables où tous leurs amis sont là. Si tu fais dans façon plus intime, plus directe, c'est moins... Les chances sont réduites qui vont être si défensives. C'est vrai que personne aime se faire, j'ai juste l'expression en anglais, mais personne n'aime se faire called out. Ouais, t'as pas envie d'être à la table et d'être soudainement le source d'attention pour quelque chose de négatif. Oui. Oui, puis surtout, on peut imaginer que si c'est arrivé, c'est parce que c'est quelque chose qui n'est pas compris. Donc, même si on se fait... Mettons, si on te dit « Ah, tu as été homophobe là-dessus », ben la personne, a priori, à moins qu'elle se revendique ouvertement homophobe, elle ne comprend pas qu'est-ce qui est homophobe là-dedans, et donc se le faire dire, suffit pas forcément à ce que son cerveau clique et se dise « Ah, ok, donc c'est homophobe ». Parfois, ça prend plus de temps de comprendre qu'est-ce que cette phrase, qui pour cette personne paraît peut-être simple et anodine, est en fait propre. Oh non! Je pense qu'on On a perdu Jane. Sinon, comme dit Ditral, juste... Ah, et de retour. Je suis là! Ça, Ditral... Ok, on te voit là, t'es plus gelé. Ok, où est-ce que ça a coupé? Ok, ben en gros, je disais que quand on se fait call-out sur quelque chose, c'est souvent parce qu'on ne comprend pas pourquoi c'était maladroit ou pas bien, et que parfois ça prend du temps aussi, et que c'est pas juste parce qu'on nous a dit ça c'est sexiste, ça c'est misogyne, ça c'est homophobe, qu'on va tout de suite le comprendre, et on a besoin de faire un travail aussi. Donc, c'est ça, juste accepter que parfois il faut du temps de réflexion à la personne là, pour que... Et Ditral aussi, très bonne chose de dire qu'est-ce que ça nous fait à nous. Parce qu'au final, si on le dit, c'est que c'est nous aussi que ça a blessé ou qu'on s'est senti mal, même si ça ne nous visait pas nécessairement directement. Parfois, ça peut aider grandement. Oui, au même processus, j'utilise souvent « Hey, j'essaie d'enlever ça de ma vocabulaire. J'étais à une convention de jeu où un de mes vieux connaissances disait quelque chose, une expression raciste contre les Roms en anglais. Et j'essaie d'enlever ça de mon vocabulaire. Moi, souvent... C'était un peu moins efficace parce qu'il a révélé qu'il était raciste, là. Oh, OK. C'était sur ce liste. OK. Ouais, c'est ça. Tout le monde est tellement sensible. Au revoir. Ouais, c'est bon. Moi, si tu as fait des efforts d'aller vers la personne puis elle révèle après que c'est une personne toxique, ben, j'ai pas assez de temps pour jouer avec des personnes toxiques. C'est ça, exactement. Il y a assez de personnes agréables qu'on peut se répartir des personnes toxiques. Se départir, pas se répartir. Se répartir. Tout le monde sont toxiques. Moi, souvent en convention, j'utilisais, puis c'est très similaire à Jason, je disais j'ai pas ça dans mes parties. Genre, j'utilise pas ça. C'est non. Ou ça existe pas dans mes parties, malheureusement. Ou j'ai entendu en anglais des gens qui disaient aussi We don't do that here. Genre, on fait pas ça ici. Genre, on fait pas ça à cette table-là. On dit pas ça à cette table-là, tout simplement. C'est après, ça va avec la culture de groupe, avec chaque table a sa propre culture, mais tu sais, je pense si on est tous des personnes, on parle, c'est le sujet, on est tous des personnes qui s'est déjà questionnées sur leur identité, puis on est conscient que on a tous grandi avec énormément de préjugés, puis souvent questionner son identité, c'est questionner énormément de fondements
de tout ce qu'on nous a appris. Donc, c'est difficile, c'est jamais facile. Puis je pense que les personnes qui vont venir vous voir pour vous dire quelque chose comme ça sont quand même conscients que ça vient avec une difficulté, avec... puis parfois, même, je veux dire, peu importe à quel point on est conscientisé, il n'y a personne qui est à l'abri des erreurs non plus. Là. Je veux dire, on continue encore, comme Jane disait au départ, à déconstruire énormément de choses qu'on nous a appris. Peu importe à quel point on est... peu importe notre sexualité, peu importe notre genre, on est tous encore un peu prisonniers de quelques mauvaises habitudes, malheureusement. Ouais, puis le but à la fin, on l'avait mentionné, mais c'est d'avoir du plaisir ensemble, puis de mettre les conditions pour ça. Tu sais, c'est pas d'être performatif, là. Le but, c'est pas que les gens, à la fin, se rappellent « Ah, il faut pas dire ça, il faut dire ça. » Tu sais, vous êtes capable vous-même d'avoir ces réflexions-là, mais juste essayer de tendre l'oreille vers l'autre, puis vos autres joueurs et joueuses, surtout pour le maître de jeu, mais c'est la responsabilité de tout le monde, quand même, autour de la table. Et c'est terminé pour le giveaway. Avant, vu Oui, qu'on a vas-y, quasiment vas-y. terminé, j'aimerais quand même partager une ressource qui est plus pour l'écrit, mais qui, je pense, peut vraiment s'adapter très facilement à l'oral. En fait, j'ai déjà suivi leur formation, j'ai eu la chance de le faire, et ça se fait très bien à l'oral. Mais c'est Les Trois Sexes qui est québécois, en collaboration avec le Club Sexu, qui ont sorti un livre qui s'appelle Apprendre à nous écrire, guide et politique d'écriture inclusive. Puis, pourquoi je le partage? Parce que ça permet en fait d'avoir tous les types d'écriture qui existent. Donc, ça peut être d'écrire avec le E.E à la fin, ça peut être de trouver des termes qui englobent masculin et féminin et donc qui ne donnent pas d'indice de genre, etc. Donc, vraiment, tous les formats d'écriture possibles pour que vous puissiez écrire vos jeux de rôle et aussi éventuellement pour qu'on prenne l'habitude de dégenrer un peu notre façon de s'exprimer à l'oral. Donc, je le partage parce que souvent, j'entends on manque de ressources pour écrire de façon plus inclusive. Fait que le voici. Il est très bien fait, très concis, très agréable à lire. Voilà. Merci énormément du partage. Je n'ai pas de quote, malheureusement, je l'ai payé moi-même. Et J'aimerais bien. merci à Jason d'avoir été avec nous. Ça a été un plaisir, une merveilleuse discussion. Merci pour m'inviter. C'était un grand plaisir pour moi aussi. J'espère que au moins la moitié des gens étaient capables de me comprendre. C'est plus facile pendant la période de temps des Québécois parce qu'au moins mon accent c'est un peu moins affreux pour nous. On te comprend très On te bien. comprend parfaitement. Et là, les gagnants sortent, donc félicitations à Zacharic à Pilule Rouge, Encore à DM à Yue. Cravate, à Yue a encore Yue gagné. pour une troisième fois et à Bravo. Vorap. Et merci à tout le monde dans le chat qui était là, qui a participé à la conversation également. On essaie de répondre à la plupart des commentaires et des questions. On est dans l'ombre du dragon. Exactement. On a un Discord. Oui. Suivez-nous sur Facebook, Twitter. C'est bien parti. OK. On a Twitter, un Facebook, un Discord, un YouTube. On est sur Spotify, on est sur Apple. On n'est pas sur Twitch. Non, pas encore. Un jour, peut-être. Pas encore. Mais notre nom, c'est Dans l'ombre du dragon et on cherche à faire découvrir des jeux qui sortent un peu des sentiers battus du classique système à la Donjons et Dragons. Ce qu'on aurait tendance à dire que ce n'est pas vraiment du jeu de rôle. Et puis nous, finalement, on cherche à vous amener avec nous puis à vous montrer que c'est du jeu de rôle. Tout ce qui se joue ensemble, en groupe, peut être du jeu de rôle. Et on a toutes sortes d'expériences. Par exemple, on a Jane et Jocelyne qui sont c'est tout nouveau l'univers du jeu de rôle pour les deux. On a des gens vraiment de tous les types d'expériences et on essaie justement, on va avoir des invités puis on va essayer de mettre de l'avant des voix un petit peu plus marginalisées dans l'univers.
comme on essaie de mettre en lumière des jeux marginalisés et les personnes aussi qui le sont. Donc, merci à tous. Je ne sais pas ce qui se passe après. Je ne sais pas quand Marc va nous sortir dehors. Je pense que on doit quitter puis les autres personnes prennent notre lien. C'est bon. Je pense qu'on se fait mettre dehors comme ça. On se fait mettre dehors comme ça. Est-ce qu'on a une confirmation? Bonne soirée, bonne nuit. Bonne soirée, bonne nuit. Merci à tous. Bon matin. Bon matin à la France. Au revoir. Bye. Au revoir.